commencer, donc moi aussi je tiens à remercier vivement le comité d'organisation, Madame Naïma et tous les membres. Très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois que je suis à ça, c'est grâce à cette conférence. Alors, donc, je vais essayer de partager avec vous quelques idées, réflexions, d'accord, sur l'IA et mathématiques, et en particulier ici statistiques. Comme Madame Lucie a mentionné, donc c'est vrai, il y a un problème aujourd'hui, un problème dans la mesure où il y a beaucoup d'étudiants, d'accord, qui, en quelque sorte, d'accord, voient les mathématiques comme quelque chose qui est très très abstrait. Donc c'est pas la peine de casser la tête avec cette discipline. Par contre, d'accord, ils vont aller vers tout ce qui y a et ainsi de suite. Et on va voir, d'accord, à travers cette conférence, en quelque sorte, d'accord, que il n'y a pas d'IA sans mathématiques. En particulier ici les statistiques. L'IA aujourd'hui, on le trouve en tant qu'un ordre, un mot de jour. Soit vous tournez à droite ou à gauche, on entend ici l'IA, intelligence artificielle. Donc ma présentation, elle a un objectif, c'est de montrer en quelque sorte comment, d'accord, cette révolution, d'accord, de l'IA, je parle ici de règlement révolution, on va voir pourquoi, d'accord, la révolution de données, c'est pas seulement une transformation, d'accord, mais c'est carrément, c'est une rupture, d'accord, même au domaine scientifique. Alors, dans cette présentation, je vais essayer le maximum possible, d'accord, de poser cette question, d'accord, pourquoi l'IA, d'accord, est-ce que c'est tout simplement c'est une montre, d'accord, d'aujourd'hui et demain il va disparaître, ou carrément c'est quelque chose qui va, d'accord, bouleverser, d'accord, notre vie, si c'est le cas d'ailleurs, en particulier ici dans le cadre de la recherche scientifique, d'accord, je vais essayer de montrer quelques statistiques pour confirmer cette si vous voulez, aussi là, et comment l'IA il permet ici de changer notre manière de voir les choses, soit dans la recherche scientifique, d'accord, en particulier, mais c'est aussi, on peut le projeter ici dans d'autres domaines, d'accord, économique, social, vraiment, il y en a, d'accord, beaucoup de changements. Et quelques explications pour arriver à, d'accord, lorsqu'on parle ici de l'IA et mathématiques, est-ce que c'est mathématiques et IA ou IA et mathématiques? D'accord, donc cette combinaison entre les deux concepts, les deux sciences, on va voir ici, c'est très difficile ici de dire mathématiques et IA ou IA et mathématiques. C'est vraiment l'IA actuellement, les bases, d'accord, c'est comme je vous l'ai dit ici, c'est les maths, mais c'est aussi d'autres choses, puisqu'il s'agit ici d'une science à part. Après, je vais faire ici une petite conclusion. Bien, alors aujourd'hui, on est marqué par cet aspect de l'IA, et je vais essayer de voir pourquoi, de discuter avec vous pourquoi. Et c'est une évolution majeure qui permet ici de remplacer, en quelque sorte, d'accord, plusieurs tâches, plusieurs objectifs, d'accord, qui sont déjà mentionnés à travers de la recherche, d'accord, scientifique, en se basant sur la compétence et la connaissance, sur un aire, ce qu'on appelle, c'est un aire qui est, d'accord, dirigé par la data, dirigé par la donnée. C'est une évolution qu'on le trouve, bien évidemment, aussi dans les laboratoires, on le trouve dans notre vie quotidienne. Par exemple, en tant que des enseignants, actuellement, donc on a, d'accord, une question majeure, d'accord, c'est le cas de l'influence et l'impact, par exemple, de ce qu'on appelle les LLM, ChatGPT et autres, sur notre manière de faire, d'accord, notre métier. C'est évaluer un étudiant, c'est guider un étudiant dans un monde, d'accord, où il y a ces différents outils, d'accord, de l'IA qui dépassent plein des pratiques, d'accord, d'enseignement, de la pédagogie, mais aussi de la science. Alors il s'agit ici d'une évolution qui permet ça, si vous connaissez les deux femmes, la première, c'est l'algorithme qui permet de Hamilton, qui permet ici de guider Apollo, le
faisons appel. Et ça, ce sont les disques qui contiennent ici des données, d'accord, dans la découverte des trous noirs d'Einstein. Ça veut dire qu'il s'agit ici de quelque chose, c'est une transition qui n'est pas simple, quelque chose qui est basé sur d'accord, la compétence en termes de formalisme mathématique spécifique, et d'autres, on utilise les mathématiques avec les données pour aller et pousser la science vers une dimension plus large. Alors cette évolution de l'IA, elle touche plusieurs domaines. Donc, je vais essayer de citer quelques exemples. D'ailleurs, ça c'est la première image de trou noir qui confirme d'ailleurs la théorie des trous noirs de Einstein. Donc, on trouve ici l'IA, l'apport de l'IA dans la recherche scientifique, dans l'astrologie, et cette réponse qui permet ici de diriger, ça c'est très important, de diriger aussi les chercheurs dans le domaine. Ça veut dire que c'est à travers de l'IA, on génère des questions de recherche, et on génère, ce qui est important, on génère aussi des hypothèses de recherche. Et ça, c'est une rupture dans les pratiques scientifiques. Normalement, lorsqu'on parle ici d'une hypothèse scientifique, c'est une hypothèse qui est posée par un chercheur, un connaisseur, un savant, actuellement, et donc à travers un background qui est très avancé. Actuellement, cette hypothèse, on le trouve dans la donnée. Ça veut dire qu'à partir de cette donnée, on dirige ici les domaines de recherche, les actions de recherche des chercheurs. On trouve l'IA dans la physique, d'accord. Il y a beaucoup d'apports, sur de l'IA dans le domaine physique. On le trouve aussi en chimie, d'accord. C'est un apport qui est majeur aussi en chimie. On trouve aussi, en géologie, d'accord. On le trouve aussi en la neuroscience. On le trouve aussi en d'autres domaines, en chimie, voilà, comme le cas d'essai, c'est quelque chose qui est très important. Parfois, en chimie, lorsque vous essayez de faire ici des expérimentations, il fallait beaucoup de temps, beaucoup de matériel. Parfois, pour avoir la combinaison des molécules, peut-être il fallait des années. Actuellement, avec un système d'IA qui permet ici de le faire en quelques mois. On le trouve aussi en médecine, et presque dans tous les domaines de la médecine. On trouve l'apport de l'IA, on trouve dans l'imagerie, et vous pouvez confirmer ça à travers des statistiques. Donc ça, ce sont des statistiques plus ou moins récentes, de quelques mois, de la production scientifique de l'IA. Donc comme vous pouvez remarquer ici, il y a une explosion énorme. Une explosion énorme, ça c'est à la base de ce qu'on appelle de Scopus. Ça veut dire qu'actuellement, l'IA, il tire l'attention de ce qu'on appelle des chercheurs, et ce n'est pas seulement dans le domaine de IT, mais c'est presque dans tous les domaines, sans exception. D'accord. Il y a bien évidemment ici la médecine, le computer science, la biochimie, social science, ça veut dire la psychologie, la sociologie, droit et d'autres domaines. Ça veut dire qu'on trouve l'IA ici presque dans tous les domaines. Alors, et donc, par conséquent, on est ici. Pourquoi cette transition? Pourquoi tout cet intérêt à l'IA? Et si on cherche une réponse à IA, alors il y a deux choses. Un, son data, il n'y a pas de l'IA. Son data, il n'y a pas de l'IA. L'IA actuellement, il y avait à l'époque l'IA logique qui est basée sur des règles et sur des connaissances. D'accord, des années 50, des années 60, des années 80, mais actuellement, on parle ici de l'IA numérique ou l'IA moderne qui est basée sur la donnée. Et la donnée, actuellement, elle est considérée en tant que c'est le pétrole d'aujourd'hui. Et qui dit pétrole, il dit c'est pouvoir. Qui dit pétrole, il dit ici aussi un argent, un positionnement, une souveraineté, il dit plein de choses. D'accord. Et l'explosion énorme de l'IA, il donne, d'accord, cet aspect. D'accord, si vous voulez, de pousser l'intelligence artificielle dans des réflexions et donner des promesses pour résoudre des problèmes qui sont jusqu'à maintenant ils ne sont pas encore résolus. Alors dans ce sens, il y a ce qu'on appelle une proposition, une discussion d'ailleurs dans la communauté scientifique, qu'on parle de ce qu'on appelle ici le e-science. Le e-science, c'est comme vous disiez ici le e-commerce, d'accord, mais ici on parle ici de e-science, c'est-à-dire la science qui est dirigée par la donnée. Et cette science qui est dirigée par la donnée, elle a changé ici notre paradigme.
de voir les choses, on va voir pourquoi, et il a tout simplement poussé ici à d'autres disciplines, ce sont une modélisation, d'accord, de ce qu'on voit, d'accord, une modélisation qui est basée sur la data. Et une modélisation sur le data, donc la question qui s'en pose ici, est-ce que cet aspect de modélisation à la base de données va remplacer les mathématiciens, puisque ce sont les statisticiens, ce sont les personnes qui sont aptes, d'accord, à faire une modélisation d'un phénomène biologique, chimique ou autre chose. Mais oui et non, dans la mesure où, au lieu de se baser seulement sur la compétence et la théorie, actuellement, on utilise les mathématiques et les statistiques, mais en se basant sur la donnée. Dans ce sens, d'accord, on parle ici de ce qu'on appelle ici une modélisation. Une modélisation qui est basée sur la data. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour voir, c'est une évolution, d'accord, si vous voulez, historique, d'accord, de la science, y compris les mathématiques et les autres d'ailleurs sciences. Et ma réflexion, en quelque sorte, c'est de voir, en quelque sorte, c'est quoi, comment la science elle est développée, d'accord, au cours de l'histoire. Il y a un livre qui est très très important, et on a des collègues qui ont une sorte de lecture, comment ça s'appelle, le club de lecture, un livre qui est très très important, un livre très important qui montre ici cette évolution. D'accord. Donc c'est un physicien d'ailleurs qui a proposé cette approche de la structure de la révolution scientifique, dans laquelle il a précisé ici quelles sont, d'accord, les différentes transitions majeures qui a connu l'histoire de la science. Et à partir de cette exploration, de la développement de la science, il a proposé ici la notion de ce qu'on appelle un paradigme. Un paradigme, ça veut dire, c'est la manière de voir la chose. La manière de voir la chose, et le paradigme, c'est lui-même qui détermine ici, est-ce qu'une question de recherche, elle est légitime ou non. Lorsqu'on pose ici une question de recherche au sein du laboratoire, et on peut projeter ça dans un espace plus ou moins différent dans une entreprise, est-ce que cette question de recherche, elle est légitime? Est-ce que la solution proposée elle est acceptable? D'accord, et ça c'est très important. Pourquoi? Et cette réponse à cette postulat, quelle est la légitimité de la question? Est-ce que la solution elle est proposée, elle est acceptable ou non? Il se base sur la manière de voir la chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle ici un paradigme. Ça veut dire un paradigme, de manière générale, d'accord, ce qu'il détermine ce qu'on doit observer, d'accord, en tant que scientifique, ou là, en tant qu'entrepreneur, ou autre chose que vous voulez, d'accord, quel est le type de question à poser, et comment vous devez poser cette question, comment vous devez structurer la question, comment vous devez interpréter les résultats, comment vous devez procéder, et tout ça, c'est un cadre de raisonnement, de voir la chose. Comment on voit aujourd'hui l'atome, c'est pas la même chose que comment elle était à l'époque du XVIIe siècle avant. D'accord, il y a un changement et par conséquent ce changement il nous donne ici un changement de question. Alors la proposition ici de cette Thomas Kuhn, il y a la science à la base de cette thèse, il y a un cycle. C'est-à-dire qu'il y a où la science elle est stabilisée, c'est-à-dire qu'il y a un accord entre tous les scientifiques, il n'y a pas des anomalies. Il n'y a pas des questions profondes pour changer la manière de voir la chose, mais au bout du développement, peut-être que la science n'arrive pas à répondre à des questions. Il y a des cas exceptionnels majeurs qui mettent en question des règles scientifiques qui sont déjà établies. Dans ce sens, la science elle entre dans une crise, d'accord, et elle entre dans une crise et ça nécessite ici un changement de voir la chose, un changement de paradigme. Et donc, actuellement, on est là. On est dans cette vision, d'accord? Ça veut dire c'est changer la manière de poser la question et changer, d'accord? Et à la base de cette où ici la position de l'IA, à la base de cette proposition, il y avait ici un autre, c'est un informaticien, d'accord, qui a développé ici le 4e paradigme. Il a aussi eu le prix de Turing. Et ces différents éléments, les 4 paradigmes, le premier, c'est le premier des paradigmes qui est basé sur l'expérimentation.
Ce sont les anciens paradigmes. C'est la science empirique, avec Kepler, avec Euclide, avec Platon et autres. Et après, la science il a basculé vers la science théorique, c'est-à-dire la science qui est dirigée par la donnée, par la connaissance. Le cas le plus attrayant ici, c'est les travaux de Einstein. Il n'y a pas de démonstration, il y a de la théorie qui montre, mathématiquement parlant, d'accord, les lois de la physique. Et après, il y a ce qu'on appelle la science computationnelle, la science qui est basée sur l'informatique. Alors, il utilise l'informatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous essayez de proposer une solution, vous devez obligatoirement faire une simulation. Sans simulation, votre proposition va être révisée par la communauté scientifique. Lorsque vous essayez de postuler, d'accord, ou de se mettre un papier, il y en a des reviewers qui vont réviser votre article et vont accepter ou non. La première chose ici, c'est le cadre. Ça veut dire que les scientifiques, ils sont déjà cadrés par une vision. Et donc, actuellement, avec l'émergence, évidemment, ici de la data, on est ici dans un autre paradigme, et c'est ça le quatrième, c'est la science qui est dirigée par la donnée. Ça veut dire que à la base de la donnée, on va générer, d'accord, les hypothèses. Et à la base de la donnée, on peut, bien évidemment, trouver des modèles qui expriment, d'accord, le changement, d'accord, climatique, par exemple, ou autre chose. Et donc, l'idée ici de base, c'est différent. Il y a actuellement ce changement. Et le changement que vous pouvez avoir, c'est un changement, d'accord, qui est basé, l'essor le catalyseur, c'est pas l'IA. Le catalyseur, c'est la data, c'est la donnée. Et lorsque vous parlez de la donnée, c'est quoi la donnée? La donnée, en fin de compte, c'est une expérience. C'est une expérience, toutes les données, ce sont des expériences. Soit c'est une expérience humaine, historique. Lorsque vous utilisez ici de l'IA, vous devez se baser sur la donnée pour faire l'entraînement d'un modèle. Et ces différentes données, soit c'est une expérience naturelle, par exemple les données géologiques, ou les données météorologiques ou autre chose, soit ce sont des données humaines, la relation de client avec la banque, et toutes les transactions pour voir est-ce qu'il y a un fraude ou non. Ou vous avez ici, par exemple, les combinaisons, les gènes dans une population, c'est en fin de compte. Toute la donnée, c'est une expérience qui est réelle, soit naturelle, soit expérimentale, c'est-à-dire du labo, soit humaine. Et à la base de ces différentes données, on essaie de trouver la connaissance. C'est extraire de la connaissance, ou plutôt, c'est de trouver comment, qu'est-ce qu'il y a dans les données. En fin de compte, c'est généraliser, d'accord, les éléments qui ont, d'accord, responsables avant de la donner de telle ou telle chose durant une période, une dizaine d'années, une centaine d'années, et ainsi de suite. Et dans l'approche scientifique, d'une manière générale, il y en a beaucoup d'approches, mais d'une manière générale, vous avez ici une partie théorie, et après, vous essayez d'établir, d'accord, et d'élaborer des hypothèses, vous essayez de faire des observations pour valider ou non vos différentes hypothèses, et après, vous essayez de faire une généralisation, c'est-à-dire de trouver la loi, entre parenthèses, dans le sens le plus large du mot. Et à partir de cette loi, vous pouvez aussi raffiner, et ainsi de suite. Rien que cycle, ils peuvent être automatisés. Ça, c'est ce qui est important. Ils peuvent être automatisés, en quelque sorte. Ça veut dire, à partir de l'IA et à partir de la donnée, on a ici de la donnée, on essaie d'observer ce qu'il y a de la donnée. Donc, d'ailleurs, ce sont des algorithmes de deep learning qui permettent de faire ça. Et je fais ici l'expérimentation à partir de ce modèle. On observe, est-ce qu'il y a des anomalies, est-ce qu'il y a des changements, d'accord, dans les données. Et si c'est le cas, on essaie de s'adapter et de généraliser, et ainsi de suite. C'est un cycle, d'accord. Et donc, par conséquent, ici, cette approche scientifique qui pousse actuellement, d'accord, les chercheurs, d'accord, à aller plus loin dans l'IA. Lorsque vous parlez ici de l'IA, le problème que ça pose, c'est se baser sur les données. Mais la donnée qu'on a, je vois, on est dans un monde big data. Et qui dit big data, d'accord, il y a ici beaucoup de bruit. D'accord, il n'y a pas, d'accord, il y a voilà, ce qu'on appelle ici les data brutes, d'accord. Vous avez des mauvaises données, vous aurez ici des mauvaises modèles et des mauvaises décisions. Et par conséquent, la première étape ici à faire, c'est comment vous devez préparer ces différentes données et comment on peut traiter avec ces données. C'est ici où il y a l'intelligence artificielle. La position carrément, l'essor
l'explosion de l'intelligence artificielle, c'est vraiment pour tirer de la connaissance. C'est comme le pétrole à la géologie, mais le pétrole est là. Qu'est-ce que vous devez faire avec le pétrole? Vous devez faire plein de choses pour que le pétrole soit exploitable. Donc, dans les véhicules, dans les climatiseurs, et ainsi de suite. Et donc, c'est donc l'intelligence artificielle, elle est là en tant que un outil qui permet ici de traiter l'ensemble des données, qui sont des données volumineuses, des données hétérogènes. Vous avez des vidéos, vous avez des vibrations, vous avez du texte. Et d'accord, comme je déjà dit ici, big data, ça veut dire obésité. Obésité, ça veut dire plusieurs choses que vous devez les régler. Alors, l'IA, sans rentrer maintenant dans le détail, avec sa branche de l'apprentissage automatique au deep learning, mais d'une manière générale, l'informatique traditionnelle, ce qu'on fait, on a un ensemble de données, on a des règles métiers. Et l'informaticien, qu'est-ce qu'il fait? Il va coder ces différentes règles métiers. Il faut faire ça, sinon il faut faire ça. Actuellement, les choses sont bouleversées. Qu'est-ce qu'on a avec l'IA? On a des données et qu'est-ce qu'on attend? Et le modèle, c'est lui qui va trouver les règles. Et ça, c'est un changement radical, même en termes de développement. C'est-à-dire les personnes qui s'intéressent à l'informatique. Et par conséquent, au lieu d'avoir ici des règles, on essaie de tirer les règles, c'est-à-dire l'algorithme, le modèle, le programme, vous pouvez le nommer comme vous voulez, à partir de l'ensemble des données. Sauf que traiter ces différentes données et arriver à faire ça, c'est un pipeline, c'est une procédure qui est très très lourde. Et cette procédure qui est très lourde, donc vous avez ici l'IA où il y a la prédiction de quelque chose, mais derrière il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. C'est ici où il y a la position des statistiques et des mathématiques. Sans statistiques et mathématiques, vous ne pouvez même plus préparer, avant de dire ici exploiter, c'est de préparer la donnée pour que un système il arrive à trouver les connaissances qui sont déjà dans l'IA. Bien évidemment qu'il y a tout ce qui est apprentissage automatique et apprentissage profond. Bon, il y en a des différences entre les deux en fin de compte, mais de manière générale, actuellement, il y a les différents modèles les plus poussés, à savoir l'apprentissage profond, au deep learning, qui sont basés sur les réseaux de neurones. D'accord. Et de manière générale, lorsqu'on parle ici de réseaux de neurones, il y a la théorie d'approximation universelle qui dit ici un réseau de neurones, il peut calculer, il peut approximer n'importe quelle fonction dans le monde. N'importe quelle fonction dans le monde. Et dans le monde, même que ce sont des fonctions qui sont non linéaires. Un réseau de neurones, il peut regarder ici cette fonction, donc quelle que soit la variation de la fonction, c'est quelque chose qui est random, qui est aléatoire. On a la possibilité ici, avec un réseau de neurones, d'approximer, de trouver ces fonctions. D'accord. Par exemple, si je vais par exemple, calculer l'interface d'une plaque où il y a beaucoup de variations. Alors, souvent, un mathématicien il va penser à l'intégrale, puisque c'est lui qui est responsable de ça. Actuellement, on peut se baser ici sur les réseaux de neurones et de trouver plus affinés et plus rapidement cette fonction de variation. Quelle que soit la fonction, quelle que soit en échelle, en dimension 1 ou dimension 2 ou dimension n, on a la possibilité ici de trouver cette fonction ou une approximation. D'ailleurs, il y a même les modèles qui sont, ils fournissent des approximations, il n'y a pas quelque chose à 100%. Et lorsqu'on parle ici de ça, l'idée, il vient de la biologie d'ailleurs, c'est comment on peut extraire, vous avez ici un ensemble de données, et comment on peut extraire les caractéristiques spécifiques, voire les invariantes qui sont à l'intérieur des différentes données. Le deep learning travaille dans un réseau de neurones avec plusieurs couches, et chaque couche il est responsable à extraire des caractéristiques de bas niveau jusqu'à des caractéristiques de haut niveau. Et ce qui est très important aussi, c'est que dans cette session, c'est un ensemble des étapes qui permet ici d'extraire des caractéristiques, mais non linéaires. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. D'accord. Et c'est comme vous disiez ici, par exemple, dans un exemple, vous essayez de voir le visage, de faire la reconnaissance, des personnes.
la reconnaissance des personnes. On a ici un réseau de neurones qui permet ici de faire telle ou telle chose. La première couche, il permet ici d'extraire les caractéristiques du bas niveau, un visage normal, les bordures, les traits. D'accord. Après, la deuxième, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une combinaison pour extraire quelque chose qui est plus poussé. Par exemple, le nez, les yeux. Après, il y a une couche qui va faire la combinaison pour aller vers un visage, jusqu'à qu'on arrive vers la personne. Et donc, c'est quelque chose qui est end-to-end. Ça veut dire, je donne la donnée et je sais de trouver ici le résultat, et le résultat, c'est lui qui va s'occuper de faire tout ce travail. Alors, dans un réseau de neurones, d'une manière générale, ou dans deep learning, il y en a trois grandes questions. Dans tous les modèles deep learning, quelle architecture? C'est le mathématique. Quelle fonction de tête pour calculer est-ce qu'il est performant ou non? Ça, c'est du mathématique. Et quelle est la méthode d'optimisation à utiliser? Et ça, c'est de mathématique. Donc, ça veut dire, dans la construction d'un modèle de l'IA, ou de deep learning en particulier, il y en a dans toutes les steps. Dans toutes les étapes, il y a des mathématiques. Ça veut dire, sans maths, vous ne pouvez pas faire. Donc, et ici, soit on va produire de l'IA, soit on va consommer de l'IA. Consommer de l'IA, ça veut dire que vous avez un logiciel qui fait telle ou telle chose. Mais si vous voulez produire de l'IA, un IA marocain, un IA qui répond à quelque chose qui est spécifique, c'est la présence du maths, c'est quelque chose qui est indispensable. Et lorsqu'on parle ici, bien évidemment ici, dans le cas de deep learning, vous avez ici un réseau de neurones et vous essayez de régler les paramètres. On parle ici d'une dimension à 10 milliards de paramètres. 10 milliards de paramètres, un cerveau humain, c'est impossible. Impossible, quelle que soit la compétence, il ne peut pas le modéliser. Impossible. Mais on peut le modéliser avec l'IA, on dit comme ça. Mais attends. Pour le modéliser en IA, il faut un informaticien, il faut un mathématicien, il faut du mathématique. Ça veut dire quoi? C'est l'IA, il ne va pas remplacer les mathématiciens, mais il va les inviter à voir comment on va intégrer ces différentes mathématiques dans les données, pour exploiter les données. Et donc, comme je disais ici, en termes d'optimisation, il faut aller vers quelque chose qui est très poussé, puisqu'on parle ici des paramètres, des milliards de paramètres, et dans un environnement, avec une dimension qui est très 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 élevée. Et donc, par conséquence, oui, le deep learning, il nous donne cette promesse, il est capable, et d'ailleurs il a prouvé, mais pour le faire, il fallait quand même aller vers quelque chose qui est très très poussé en termes de mathématiques. Et par conséquence, la question que ça pose, c'est quelle architecture on doit utiliser dans le deep learning. Il y en a beaucoup. Il y a des architectures, il y a des réseaux récurrents où la problématique, la question, c'est une question temporelle. Il a une relation avec le temps. C'est comme le cas par exemple de la langue, le langage naturel. Lorsqu'on parle, la position de le mot, c'est important. Ça veut dire qu'il y a une succession. Donc ici, on utilise des réseaux de neurones récurrents. Soit ce sont des réseaux de neurones convolutifs et sont basés sur les mathématiques avec la fonction de convolution. Et des modèles, pour faire des modèles, c'est ici où il y a aussi l'apport ce qu'on appelle un informaticien, un théoricien. D'ailleurs, l'un des mots qui dit ici, c'est le cauchemar des théoriciens, c'est le réseau de neurones. Pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de manières pour combiner les neurones, pour avoir un réseau de neurones qui permet ici de résoudre un problème donné. Donc ça, ce sont des exemples des architectures de réseaux de neurones, mais ce sont des réseaux de neurones et pour chaque étape, il y en a des opérations mathématiques. Et actuellement, on parle aussi de ce qu'on appelle l'IA générative, en particulier ici ChatGPT, DeepSeek et ainsi de suite, et autres, et comme le cas ici, comme vous pouvez remarquer, toutes les images, ce ne sont pas des images, des vrais humains, c'est des images qui sont générées par l'IA. Vous pouvez voir, c'est très similaire, ce sont des IA. Et donc, par conséquent, je parle ici d'IA, on parle ici de deux aspects. Un IA qui est génératif, il y a un IA qui est discriminatif. Alors, pour se rapprocher, essayez de voir que vous avez ramené votre enfant au zoo. Et l'enfant, il a déjà vu ici un chien et un chat. D'accord, donc il a essayé de voir, et d'ailleurs, c'est un système d'IA qui fait ça. Il voit les données, d'accord.
il a essayé de voir les chats et les chiens, et après vous avez posé la question. Donc vous avez sorti le zoo, il y a un animal, et vous posez la question à votre enfant, est-ce que ça c'est un chat ou c'est un chien? Alors, est-ce que c'est un chat ou c'est un chien? Il y a deux manières d'essayer de raisonner. Soit, d'accord, votre enfant, il va se baser ici, d'accord, sur les caractéristiques qui vont distinguer le chat et le chien, c'est-à-dire les invariantes. Soit, vous avez ici une autre manière de le voir. C'est que, d'accord, l'enfant, il va essayer de dessiner, d'accord, ce qu'il a déjà vu, d'accord, quelque chose qui est similaire, il va le comparer avec la nouvelle chose. Et là, c'est ce qu'on appelle une IA génératif, ou là, un modèle de raisonnement génératif et un modèle de raisonnement discrimination. Et les deux, c'est tout simplement, ce sont des modèles, d'accord, qui essayent, d'accord, de voir, un modèle qui va expliquer ici une distribution, d'accord, réelle de chaque classe, et l'autre, c'est un modèle qui va essayer de voir quelles sont les frontières de décision. Et les deux modèles, ce sont des modèles probabilistes, d'ailleurs, c'est ici où il y a les statistiques, d'accord. Et ces modèles vous avez ici soit un modèle génératif, d'accord, qui essaye d'apprendre, d'accord, la distribution des probabilités conjointes, d'accord, donc à la base de Theorem de Bayes, soit un modèle discriminant, d'accord, qui va apprendre la distribution probabiliste conditionnelle. C'est-à-dire, c'est quoi X, tout en donnant c'est l'animal A ou l'animal B. Dans l'IA, il y en a tous ces différents éléments, et dans tous les aspects, on trouve ici du statistique, dans tout. Jusqu'à maintenant, l'avancement de l'IA, il y a un principe, c'est le fait d'essayer de demander à un système de faire attention lorsqu'il va apprendre. C'est comme l'apprentissage d'un enfant. On va essayer d'apprendre, par exemple, un enfant à faire de la cuisine. À un certain moment, il va mettre beaucoup de sel. La prochaine fois, il va mettre moins. Donc, avec la pratique, il va essayer de s'adapter. C'est ça l'IA. Mais dans un système actuellement, on va demander ici à de faire ça, mais aussi de prendre attention. Par exemple, si on va donner à un enfant cette image, d'accord, ou à un être humain, il y a beaucoup de choses ici. Il y a de l'herbe, il y a des montagnes, il y a des nuages, et il va focaliser sur la plaque. La première réponse, c'est la plaque stop. Donc, un système, comment on va donner, d'accord, à un système, d'accord, une image, une donnée, et on va lui demander de faire attention. Faire attention, c'est des mathématiques. D'ailleurs, ce qu'on appelle ici les architectures de transformation. C'est des mathématiques, qui contiennent presque 7 ou 8, d'accord, disciplines. Système vectoriel, l'optimisation, les probabilités, la géométrie, les fonctions cosinus et sinus pour détecter la répétition, d'accord. Et ça, on le trouve ici dans le cas. Et par conséquent, ici, lorsqu'on parle ici de l'IA et comme vous pouvez remarquer ici, l'IA, il est toujours dans toutes les pipelines mathématiques, d'accord. Ce qui est important ici pour l'IA, d'accord. Il utilise ici les statistiques, l'optimisation, l'analyse numérique, la théorie des probabilités, d'accord, pour pousser un petit peu, d'accord, notre capacité à comprendre le monde, et par conséquent à réagir, d'accord, en automatisant, d'accord, ces différents outils, c'est-à-dire mathématiques et statistiques. Et dans toutes les pipelines, dans toutes les étapes, sans exception. À l'exception, en quelque sorte, il y a la récolte, d'accord, et la collecte des données. Tout le reste, c'est celui-là. Et donc, par conséquent, ici, si les statistiques, il a comme vocation d'écrire, d'analyser, d'inférer les connaissances, et d'ailleurs, c'est une vocation que l'IA, sauf que dans l'IA, l'objectif, c'est quoi? C'est automatiser la découverte des données. Ça veut dire que c'est automatisé en utilisant, les statistiques. Par conséquent, toutes les pipelines, on trouve ici les statistiques, on trouve les statistiques descriptives, on trouve les statistiques inférentielles pour l'évaluation des modèles, on trouve les modèles probabilistes, d'accord, soit pour les modèles génératifs, comme on a déjà parlé, ou pour l'estimation des paramètres. On trouve, par exemple, tout ce qui est multivariate, on trouve ici le système bayésien, d'accord, pour voir l'incertitude et calculer aussi la fonction d'erreur. On trouve aussi les statistiques non paramétriques,
d'accord, pour faire la comparaison, est-ce qu'un modèle A ou un modèle B est mieux? Donc d'une manière générale, ici, dans la pipeline de machine learning, voire de deep learning, d'accord, vous avez ici les statistiques, d'accord, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable dans toutes, d'accord, même dans les questions, et en tant que les questions elles deviennent plus poussées, en tant qu'on a ici, d'accord, besoin plus, d'accord, des statistiques, mais aussi des mathématiques de manière générale, d'accord. Donc, quelles sont les mathématiques nécessaires, d'accord, pour un IA d'une manière générale? Il y a les statistiques, mais il y a aussi l'optimisation, il y a l'algèbre linéaire, il y a l'analyse multidimensionnelle, il y a la théorie des graphes, d'accord, la topologie, d'accord. Et en tant que, comme je disais ici, les questions de recherche, le modèle est plus complexe, et par conséquent, on essaie de trouver ici un modèle dont la capacité elle est très puissante pour qu'il puisse traiter des données plus complexes, en tant qu'on a besoin ici de pousser ce qu'on appelle les chercheurs à intégrer ici et utiliser ici les mathématiques dans le modèle de l'IA. Et donc par conséquent, ce qui distingue ici l'IA par rapport au modèle, par rapport à l'IA logique, c'est cette capacité ici d'intégrer ici toutes les outils mathématiques, je dis ici toutes les outils mathématiques, dans une seule architecture computationnelle assez puissante pour résoudre un problème. Ça c'est, et comme vous pouvez remarquer ici, comme je disais ici, cette tendance, ou cette explosion de vos IA, il y a deux aspects. Il y a la donnée, ce qui est l'essence de toute c'est le motif de cette évolution. Et traiter les données, il faut aller vers l'IA. Et utiliser l'IA, on a besoin ici des maths, il n'y a pas de l'IA. Mais en quelque sorte, il y en a aussi beaucoup de défis. Peut-être qu'il y a un grand défi, si on parle ici des maths, l'un des grands défis. Jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à modéliser tous les aspects. En particulier ici, par exemple, ce qu'on appelle ici le sens commun de l'être humain. Lorsqu'on parle, par exemple, lorsque vous essayez de nous voir, implicitement, j'ai des pieds. Et si vous donnez à un IA une image comme ça et vous disiez, est-ce que la personne des pieds ou non, un contexte, il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il se base sur ce qu'il a déjà vu. Et donc, ce sens commun, ça c'est le défi actuel à grande échelle. Comment on peut le modéliser? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de mathématiques jusqu'à maintenant qui permet ici de faire ça. D'accord. Peut-être demain, est-ce qu'on va arriver à le faire ou non? Ça reste une question. Mais il y en a aussi d'autres défis, en particulier ces défis critiques. D'accord. C'est utiliser un IA responsable. D'accord. Et on a vu ça dans le Moyen-Orient, d'une manière attrayante. Il y a aussi un problème de souveraineté. C'est le coût. C'est vrai, c'est utiliser des cycles, utiliser ChatGPT, c'est bien, mais l'entraînement avec le modèle, il est entraîné à partir de 170 millions de dollars. C'est quand même un chiffre qui est, qui nécessite une réflexion. Et par conséquent, on dit ici souveraineté, on dit ici souveraineté de l'IA, et on a besoin de notre IA. Pour qu'on puisse avoir notre IA, on doit bien évidemment investir sur tous les niveaux. Il y a aussi un autre problème qui est très sérieux, c'est le bias algorithmique. L'IA est basée sur les données, ça veut dire si vous donnez, par exemple, et ça c'est une affaire qui est déjà, on le trouve beaucoup de pays où il y a déploiement de l'IA, il est biaisé. Pourquoi? Parce que les données qui sont collectées, elles contiennent, et c'est cette annonce, elles sont déjà biaisées sur ces données. D'une manière générale, le succès, à avoir un avancement, dans ce sens, c'est l'interdisciplinarité entre les informaticiens, les mathématiciens et aussi les gens de métier, les biologistes, les géologistes, les autres disciplines. C'est accélérer aussi et démocratiser la recherche scientifique au sein de nos établissements, et l'ouverture de données, ça veut dire qu'il faut avoir la donnée. Sans IA, vous ne pouvez pas faire sans données, vous ne pouvez pas faire IA, et donc par conséquent, l'un des défis, il y a des chercheurs, même entreprises, comment je peux avoir ces différentes données. Par conséquent, il y a une culture, ici au Maroc et d'ailleurs ailleurs,
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, jusqu'à maintenant, une conscience, d'accord, de le rôle de ce trésor. Et il y a cet aspect de collaboration entre toutes les intervenants sociaux, économiques, associations, labos et ainsi de suite. Et il y a cet aspect éthique. Et donc, on peut avoir un avenir plus sûr, c'est qu'on peut prendre en considération tous ces différents aspects. Merci beaucoup pour votre attention. Cette magnifique présentation. On va passer à la session des questions. Et merci d'avoir donné beaucoup d'importance aux mathématiques, sachant que moi, les mathématiciens, on le sait, mais pour nos étudiants, c'est une bonne chose qu'ils sachent que pour faire de l'informatique, on doit passer par les mathématiques. En plus, vous qui avez été recrutés au milieu des années 80-90, vous étiez obligés d'avoir une licence en mathématiques avant de pouvoir faire l'informatique. Et donc, vous avez vu l'importance de l'informatique. Malheureusement, ça ne se fait plus. Dès la première année en fac normale, on passe directement à l'informatique et puis c'est les logiciels, c'est directement apprendre à faire de l'informatique sans beaucoup s'intéresser. Il y en a qui ne connaissent même pas la méthode de Gradion, alors que c'est très très important dans tout ce qui est apprentissage. Bien, alors nous allons passer à la session de questions. Si vous avez des questions. Oui. Donc merci, cher professeur, pour votre présentation, vraiment très enrichissante. Donc, une présentation portait sur le pouvoir de l'IA, de l'intelligence artificielle, et que c'est un domaine qui combine plusieurs disciplinaires, à savoir les mathématiques et les statistiques. Donc j'ai tout simplement une question dont la réponse sera bénéfique pour nos étudiants. Donc pour un étudiant, pour développer maintenant un système qui est basé sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'il doit avoir des connaissances, je dis des compétences sur les mathématiques et sur les statistiques, avec la disponibilité des technologies qu'on a aujourd'hui? Alors, ça dépend de positionnement. Si on veut utiliser un modèle de l'IA, ou là on veut produire un modèle de l'IA. Si vous essayez d'utiliser un modèle de l'IA, ça veut dire utiliser une technologie, vous l'utilisez. Mais c'est une boîte noire pour vous. Et par conséquent, si vous avez un problème et ce modèle n'arrive pas à résoudre, il faut développer votre propre modèle. Et pour développer votre modèle, vous devez avoir des connaissances mathématiques. Beaucoup de connaissances, en particulier ici les gradients, les équations différentielles, c'est quelque chose qui est très important. L'optimisation, voilà. Les fonctions d'activation. Donc ça veut dire que pour développer un modèle IA, les maths c'est indispensable. Ce qui est très important lorsqu'on essaye d'utiliser de l'IA, on est des utilisateurs. C'est comme vous utilisez Word, vous utilisez Excel, vous utilisez n'importe quel autre. C'est-à-dire qu'il va faire l'affaire. Mais oui, il fait l'affaire pour les petites choses. Mais lorsque vous avez votre propre problème, vous ne trouvez pas un modèle déjà prédéfini qui résout le problème. Donc il faut développer votre propre solution et votre propre modèle. Et par conséquent, l'informatique, c'est oui, puisque vous le codez, mais puisque vous utilisez, c'est des maths. Il faut avoir des maths pour le faire. Voilà. Ça dépend des positionnements. Merci. D'autres questions? Merci, monsieur. J'ai le plaisir d'assister à une belle présentation ou intervention. J'ai une question au niveau des modèles. Donc, je parle simplement des modèles mathématiques généraux. Donc, on sait en général que les modèles ne sont pas vraiment exacts, mais il y a des utilités derrière. Donc, ma question, comment peut-on vraiment valider les modèles générés par l'IA? Il y a beaucoup de manières ici pour le faire. Mais d'une manière générale, lorsque vous parlez ici d'un modèle, d'accord, dans le sens IA, dans le sens théorique, je vois un modèle, c'est tout simplement, c'est l'ensemble des relations, il essaie de découvrir les relations qui existent entre les données. Ça veut dire que vous essayez de donner beaucoup de données à un algorithme de l'IA, il va essayer d'apprendre. Il y a ce mécanisme d'apprentissage.
en utilisant les mathématiques et les statistiques. L'apprentissage, l'objectif de l'apprentissage, c'est de faire la découverte de toutes les relations possibles, qui existent entre les données. Donc la sortie, ce qu'on appelle ici modèle, la sortie, ce n'est pas une modélisation mathématique, c'est une modélisation à la base de données, mais pour faire la découverte en utilisant les mathématiques. Et donc le modèle de la sortie, il y a la connaissance. C'est voir qu'est-ce qu'il y a dans les différentes données. C'est très difficile. On est dans une dimension n, d'accord, à 1000 et ainsi de suite. Donc vous avez ici le modèle. Le modèle, il donne une approximation. Il n'y a pas via, ça veut dire la sortie, il n'y a pas quelque chose à 100%. D'ailleurs, on parle ici de ce qu'on appelle le overfitting. Ça veut dire un modèle, si la capacité de la donnée est très puissante que la donnée est faible, on est ici sous-apprentissage et sur-apprentissage. Tu vois, donc ça risque. Et donc par conséquent, on essaie ici de s'adapter, de voir un modèle bien entraîné qui peut être généralisé sur une nouvelle donnée. Alors vous avez le modèle, comment on va l'évaluer? Ici aussi les mathématiques pour faire l'évaluation. Il y en a beaucoup. De manière générale, l'apprentissage, il y en a la donnée. Lorsque vous avez la donnée, il faut le séparer en deux. Il y a une grande partie où le système il va apprendre, et après vous avez une partie où le système il va être testé. C'est comme l'apprentissage des étudiants lorsqu'on est en cours, et après on va faire un examen pour voir est-ce que vous avez déjà, d'accord, l'étudiant il a déjà pris les leçons, c'est la même chose. Et on va essayer d'évaluer, d'accord, première étape, c'est évaluer le modèle. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'on peut le généraliser à travers les données aussi? Vous avez le modèle maintenant, vous parlez ici de validation. Alors validation, c'est une autre affaire. Validation, ça dépend aussi de domaine. Par exemple, si je prends ici un modèle qui a une relation avec la médecine, la validation ici c'est métier. Ça veut dire qu'il faut aller, mais mathématiquement parlant, c'est-à-dire le modèle, est-ce que c'est une approximation en se basant sur des données pour évaluer? Si c'est bien, on va passer vers une autre étape, c'est l'étape de déploiement, c'est d'utiliser, mais avant d'utiliser, il faut le valider par les spécialistes. Ce qui est très important, ça dépend aussi de la partie métier. Actuellement, un modèle de l'IA qui va analyser les clichés radiologiques. D'ailleurs, ça existe. Actuellement, il y a un collègue à Casa, il m'a montré ici, il a fait un radio, le rapport, ce rapport, il est rédigé par un IA. Il est rédigé par l'IA, il y a validation, mais il y a validation de médecins. Tu vois, validation de médecins. Et donc, est-ce qu'un IA, lorsqu'on développe, est-ce qu'on va aller jusqu'à une approximation de 80%, les 60%, ou là on doit aller vers 90%, à 99%, ça dépend aussi du métier. Métier, c'est quelque chose de très sensible. Ça veut dire qu'on doit dépasser les spécialistes. Si vous n'avez pas dépassé les spécialistes, vous ne pouvez pas utiliser ce modèle. Un autre modèle, non. C'est le temps qui est nécessaire, ce n'est pas la précision. Tu vois? Et donc, c'est le sens modélisation de la validation, c'est la validation métier. Mais est-ce que le modèle est bien ou non? Ça veut dire, est-ce qu'on doit l'utiliser ou non? Ça, c'est à la base, c'est en utilisant les données. Et on a beaucoup de métriques. Il y a ROC, il y a AUC, Area Under Record. Et on a beaucoup de modèles qui permettent ici de voir est-ce que ce modèle il a bien appris. Mais ce qui est important ici, il est basé sur des données. Si le comportement avec les données, c'est comme j'ai déjà dit, c'est historique. C'est une expérience, c'est quelque chose qui est réel, naturel, laboratoire, ce que vous voulez. Donc, on a ici une généralisation, un modèle. Mais demain, les phénomènes, et, par exemple, la façon de réagir et les changer réellement. Le modèle passe. Donc, il faut poser la question, il faut le revenir à une autre fois. J'espère que j'ai essayé de penser. Si j'ai bien compris la question. J'aimerais bien avoir des questions de nos étudiants. Et comme je l'ai toujours dit à mes étudiants pendant les 40 années d'enseignement, n'ayez pas crainte de dire des bêtises. C'est encore jeune, vous êtes là pour apprendre. Ou vous dire que je peux mal m'exprimer. En français, on vous comprend. Allez-y les étudiants, des questions. Question. Je suis sûre et certaine que vous en avez beaucoup, mais bon, vous pouvez directement vous adresser
au professeur de l'Ahmar, il n'y a pas de souci. D'autres questions? D'abord, monsieur, je tiens de vous remercier pour votre présentation perspective et enrichissante. Donc, le problème qu'on rencontre en IA, c'est que les données ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas en accès libre. Ça veut dire comme chaque chose. Donc, vous pouvez apprendre d'abord les modèles mathématiques, apprendre l'IA, comment faire, comment ça, mais lorsqu'on a en pratique, on ne trouve pas les données. C'est ça le problème. Il y a des pays, des sociétés qui ne donnent pas leurs données, comme au Maroc, par exemple, ils ne donnent pas leurs données. Secret. Et bien ça, comment résoudre ce problème? Même dans l'IA génératif, l'IA générative, d'abord, il est fait pour générer des données. Le problème, c'est que, comme utilisateur, on pose des questions à l'IA générative plus pour ce qu'on peut donner comme données nous. Donc, l'IA générative, il apprend d'après nous. Donc, lorsque vous posez la question, lui, il apprend et il croit, et il essaie d'apprendre. Mais ce que je crois pour les étudiants, je crois qu'on arrive à un temps où on ne peut pas, où l'IA va se stopper. On ne va pas continuer, car on pose des questions, est-ce qu'il va m'en répondre? Oui, c'est vrai, il y a trois aspects ici. Trois aspects, c'est vous pouvez utiliser de l'IA génératif, mais regardez, c'est l'IA génératif, c'est pas seulement chaque GPT, DeepSeek, c'est un exemple parmi l'IA génératif. Mais je peux avoir, si j'ai déjà des données spécifiques, je peux développer ma propre, d'accord, IA générative, qui va générer par exemple des plans cadastrales. C'est pas génératif, c'est pas seulement image et texte. Je peux générer ici l'image pour générer toutes les combinaisons possibles, d'accord, des cellules. D'accord, je peux générer, ça veut dire qu'il y a plein de choses dans l'IA générative. Donc on peut utiliser l'IA générative pour générer des données pour un cas spécifique, et ici on a besoin des mathématiques comme j'ai déjà dit, comme on a un autre problème, c'est un problème à l'échelle sociale, culturelle, politique, c'est la disponibilité de la donnée réelle. Il fallait quand même une conscience chez les décideurs, mais avant les décideurs, chez nous, en tant que des chercheurs, en tant que des étudiants, c'est de pousser et toujours dire, alors il faut, pour que le Maroc il peut avoir sa souveraineté numérique, il doit mettre à la disposition des chercheurs les données pour que l'IA il peut avancer. Actuellement, il y a un site qui s'appelle, une plateforme qui s'appelle Kaggle. Toutes les entreprises à l'échelle internationale, elles mettent en place ici des données et il y a des compétitions pour les chercheurs. Récemment, la dernière compétition, c'est la résolution des Olympiades mathématiques. Il y a les données, il y a les Olympiades presque un siècle, à peu près. Ils sont là. Et donc on peut l'utiliser. Il y a des données de la géologie, il y a de la biologie, mais parfois il y a quelque chose qui est spécifique. Par exemple, la médecine, la biologie, vous pouvez se baser sur des données, je ne sais pas, le Pérou, mais on sait bien, l'amitié, les données ne sont pas validées ici en Afrique, parce qu'il y a un changement. Et donc ça, c'est une question d'ordre gestion de la recherche scientifique. Juste par rapport à cette information, parce que le problème de données ne se pose pas uniquement à l'IA, de manière générale, que ce soit les mathématiciens, les biologistes, les géologues, tous ont toujours eu de la peine pour avoir les données. Moi, j'ai beaucoup galéré auprès de Pasteur, auprès de la direction des maladies infectieuses, mais c'est vrai que ça pose énormément de problèmes. Mais je sais qu'il était question de voter une loi qui autorise à tout chercheur marocain, que ce soit enseignant-chercheur ou étudiant, d'avoir les données. Moi, je me rappelle une fois, on m'a demandé 27 000 dirhams pour avoir des données de la météo nationale. Mais après, on n'a pas fait ça. Pourquoi? Il y a une personne qui a travaillé avec nous, donc un peu étroitement, et on a pu avoir ces données.
Le problème de données, effectivement, pose un problème. Et s'il n'y a pas de données, il n'y a rien. D'accord? Donc, je pense que cette loi, il faut chercher. Je pense que cette loi a été... je ne suis pas sûre, hein, mais il faut voir. Mais déjà, par exemple, sur le site de l'OMS, on peut trouver toutes les données médicales sur les épidémies, sur la tuberculose, l'hépatite, le sida, etc. Pour les simuler, il faut juste émettre Simuler, ça ne donne pas exactement pareil que si on a les données. Bien, alors je vais passer à mes questions, parce que je vais me permettre quand même de te poser, cher ami, des questions. Je suis devant un problème. Comment je peux décider si j'utilise juste un apprentissage supervisé respectant ou aller au deep learning? Et dans le deep learning, est-ce que je vais utiliser des réseaux de neurones évolutifs ou séries temporelles ou... Comment je peux faire ce choix? Par rapport au problème, par rapport aux données, par rapport à... je ne sais pas. Ça, c'est ma première question. Alors, ma deuxième question, c'est toujours par rapport à ces données. Donc, vous avez un big data, beaucoup de données, et puis par la suite, vous voulez éliminer tout ce qui est bruit, comme vous l'avez dit. Donc, je vais éliminer un certain nombre qui peut être très très important. Ça, on sait le faire avec les statistiques et tout, donc il suffit de tracer la courbe et d'éliminer tout ce qui est à droite et à gauche. Et puis, vous générez d'autres données. Alors, quand je génère d'autres données qui ne sont pas forcément mes réelles données, est-ce que ça ne va pas complètement poser le modèle, sachant que moi j'ai utilisé ça et j'ai obtenu un bon modèle? Mais comment ça se fait que je génère des données qui ne sont pas réelles et ça me donne quand même de bons résultats? Merci pour la question. Donc, ici, il y a deux grandes questions. Question numéro 1, la dernière, c'est explicabilité. Alors, il y en a des modèles qui sont explicables. On peut l'expliquer comment on est arrivé à tel ou tel résultat. On a des données qu'on ne peut pas. C'est le cas de deep learning, c'est une boîte noire. Alors, un réseau de neurones, lorsque vous avez ici des données, je peux ignorer quelques données à la base des aspects métiers. Par exemple, vous essayez de prédire le prix d'un bien immobilier. Parmi les données, vous avez le nom de propriétaire. Il faut l'enlever. Il ne va pas influencer sur le prix. Si vous le laissez, c'est comme vous le laissez un bruit. Il va perturber le système. D'accord? Mais il y en a parfois des cas spécifiques. On ne sait pas est-ce qu'il a une importance ou non. D'accord? Alors là, il y a machine learning et deep learning. Machine learning, c'est ce qu'on appelle un handcraft. Ça veut dire qu'il faut vous-même, vous choisissez avec les outils statistiques et vous choisissez vous-même quels sont les attributs ou les caractéristiques les plus intéressantes. Plus intéressant dans quelle mesure? Il y a donc une force prédictive sur la sortie, ce que je cherche. Deep learning, non. Deep learning, c'est end-to-end. C'est lui-même qui va faire la découverte. Quelles sont les caractéristiques les plus importantes? Et c'est lui qui va faire la combinaison. Avec la réseau de neurones, lorsque vous faites un neurone, il est en liaison avec une autre neurone, c'est la composition. Ce n'est pas un problème linéaire. C'est comme vous dites, F rang G, rang H, c'est la composition. Et par conséquent, il va essayer de combiner toutes les possibilités avec des poids, les réseaux de neurones, pour arriver vers la sortie. Ça, c'est le principe de fonctionnement. Et donc, par conséquent, si j'ai des données assez complexes, c'est mieux d'aller vers des learning. Et ça sera très difficile de le préparer pour machine learning. C'est à vous de le faire. Et donc, si vous le faites, vous faites par exemple la réduction de dimensionnalité avec ACP ou autre chose, et vous perdez quelque chose. Il y a une projection, quelque chose d'impact. Deep learning, non. Vous pouvez donner, autant que vous voulez, des données à une échelle de dimension assez élevée. Alors, le problème que ça pose, est-ce que je dois utiliser, deep learning ou machine learning ou non? Et là, il y aura beaucoup de questions. Un, c'est le problème. Et parfois, il y a le cadrage du problème. Comment tu vas analyser le problème? Il va vous guider, ou vous obliger d'aller vers le chemin. Le cadrage du problème. Deuxième chose, est-ce que vous avez beaucoup de données ou peu de données? Si vous avez peu de données, vous ne pouvez pas utiliser deep learning. C'est le gourmand, il a besoin de beaucoup de données. D'accord? Donc vous devez aller vers. Troisième, c'est la complexité des données. En tant que les données sont complexes,
il faut aller vers un modèle, donc des algorithmes, et donc une capacité assez élevée. Les algorithmes qui ont une capacité assez élevée, ce n'est pas la régression linéaire ou la SPM, il faut aller vers des clones, il faut aller vers un réseau de neurones, d'accord, qui permet, et donc ici, comment vous devez combiner. Si le problème, c'est un problème temporel, ça veut dire le temps, ou la position d'une donnée par rapport à une autre, elle a une importance. Donc ici, il faut aller vers quelque chose qui est récurrent, les réseaux de neurones récurrents. Il y en a beaucoup de ce qu'on appelle de variantes, d'accord. Si vous essayez de traiter, d'accord, des données de type nature, est-ce que vous avez des textes, vous avez des données structurées ou non structurées. Si vous avez des données non structurées, il ne faut pas aller vers machine learning. Machine learning, elle a 3 caractéristiques. 1, les données structurées. 2, il est saturé. Ça veut dire, en fait, autant que de données qu'à un certain niveau, il ne peut pas le dépasser. Des plus non. Autant que vous donnez de données, autant que la performance il va s'augmenter, avec des défis à régler. Mais c'est quelque chose qui est empirique. Tu vois, c'est quelque chose qui est empirique, ça veut dire il y a de l'expérience selon des projets, selon. Il y a des directives récurrents. Est-ce que c'est un CNN pour voir le traitement d'image matricielle et ainsi de suite? Aller vers un autre réseau plus. La façon de structurer de la réseau de neurones, c'est ici où il y a le défi. C'est ici où il y a le cauchemar des théoriciens. Comment tu peux, combien de couches, quelle est la relation entre différentes couches? Il y a une infinité des possibilités. Une infinité. Et donc il faut choisir, d'accord, la structure, la structure plus optimale. Et par conséquent, c'est là, la question, c'est comment je dois évaluer, est-ce que le modèle est bien entraîné ou non? C'est quoi la fonction de perte, d'erreur que je dois utiliser? D'accord? Est-ce que je dois pénaliser quelque chose ou je ne dois pas pénaliser quelque chose? Ça veut dire que vous avez un attribut qui doit être pénalisé. Donc, il y a des fonctions qui sont spécifiques. Mais de manière générale, le problème est la donnée. Est-ce que vous avez assez de données? 3, est-ce que vous avez de l'argent? Pour entraîner de modèles, un deep learning, parfois, des mois. Avec un GPU, c'est des millions de dollars, des ressources. D'accord? Et donc, parfois, on est obligé d'aller vers machine learning, même que deep learning, parce qu'on n'a pas de données, on n'a pas assez d'infrastructures, on n'a pas assez de cas. Et donc, le résultat, est-ce qu'il est bien ou non? Donc, ça c'est la validation métier. Mais je suis sûr et certain qu'il y a la possibilité de développer un modèle plus performant, mais il fallait, d'accord, l'infrastructure, il fallait, d'accord, les choses. Voilà. D'accord, je vous remercie, Oussef Blahman. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous demande de l'applaudir.